Alors, Monsieur Elissalde et Madame Poveda. Bien. Miesker, Lehendakari Jauna, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs en fonction et grade, Préfet Jauna, Egunon, bonjour, Adichatz. Donc je suis Iker Elissalde, conseiller départemental du canton d'Andaï, Côte Basque Sud. Et je voulais intervenir et vous poser deux questions sur deux sujets prégnants au Pays Basque, je dirais, que vous avez évoqués dans votre présentation. Le premier, c'est le logement. Et donc, je vais profiter du fait que monsieur le sous-préfet de Bayonne soit présent et que madame la sous-préfète en charge du logement soit là également. Et le deuxième sujet que je souhaitais évoquer, c'est celui de notre langue, l'euskara, la langue basque. Donc, sur le logement, je crois que vous n'en avez pas parlé, mais la communauté d'agglomération Pays Basque a adopté une mesure de compensation dont les premiers effets positifs sont en train de se faire déjà sentir sur la zone tendue du Pays Basque. Mais elle sera totalement effective, cette mesure, après cette saison estivale, puisqu'il y a encore des dérogations qui courent. Vous avez parlé, il me semble, de l'encadrement des loyers et de baux frauduleux. Et ma question ira dans ce sens. Les premières fraudes, effectivement, à ces deux mesures ont également été constatées. Sur la mesure de compensation, on constate des mutations de résidence secondaire en résidence principale. Et concernant la question de l'encadrement des loyers, on constate également, je dirais, le refus de certains ou de quelques propriétaires bailleurs de se mettre en conformité avec le prix du mètre carré. Effectivement, l'État n'est pas le seul acteur dans ce domaine. Mais je voudrais savoir quels sont les dispositifs et les moyens déjà existants, mais surtout les dispositifs et les moyens que vous comptez mettre en place pour renforcer l'application de ces deux mesures et surtout pour éviter les fraudes. Le deuxième sujet, l'euskara, la langue basque. De nombreux acteurs au Pays Basque œuvrent et se mobilisent en faveur de la langue et ils ont alerté et alertent régulièrement sur le risque de disparition si des moyens supplémentaires ne sont pas attribués, notamment à l'Office public de la langue basque, afin de porter une politique linguistique ambitieuse qui est pour objectif d'atteindre le seuil crucial de 30% de locuteurs et de locutrices. Aujourd'hui, nous sommes à 20% de locuteurs et de locutrices et on peut dire que la situation de la langue est en péril. Le montant supplémentaire pour porter une politique linguistique plus ambitieuse est de 1 200 000 € à répartir entre les 4 partenaires de l'Office public de la langue basque. Je rappelle, la communauté d'agglomération Pays Basque, le conseil départemental, le conseil régional et l'État. La communauté Pays Basque a affiché sa volonté d'abonder dans ce sens. Et il nous semble qu'un engagement de l'État pourrait également encourager le conseil départemental et le conseil régional à faire de même. Et donc la question, elle coule. Est-ce que l'État est prêt à s'engager à la hauteur de l'enjeu et débloquer une situation qui n'a que trop duré? Voilà, je vous remercie. Mieszka Raditz. Merci. Madame Poveda, peut-être? Oui, on va le grouper là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, donc, je suis Annie Poveda, la conseillère départementale en Côte Basque Sud, et je suis aussi élue à la commune du Rugne. Et donc,
Pour cela, je voudrais vous interpeller à propos de ce que vous avez pu déclarer mardi 18 février 2025. Vous étiez fraîchement nommé et vous avez tenu des propos devant la presse au péage de Biriatou, mais qui ont choqué de nombreux habitants et habitantes du Pays Basque. Alors que beaucoup de personnes se mobilisent sur notre canton pour accueillir dans des conditions dignes les hommes et les femmes qui souhaitent s'installer ou seulement traverser notre territoire, vos déclarations vont à l'encontre totalement des valeurs de solidarité et d'humanisme qui sont très chères à notre Pays Basque. D'autant plus que vous venez d'en parler, mercredi 26 mars, notre territoire a été le théâtre d'une démonstration de force inédite, donc dû au déploiement de la deuxième force frontière à l'identique des Alpes-Maritimes. Monsieur le préfet, pourriez-vous nous dire à quelle fréquence comptez-vous renouveler ce type de dispositif, mais qui n'a aucun effet positif sur notre territoire et pour le Pays Basque? Miloš Ker. Merci beaucoup. Alors, pour répondre aux questions dans l'ordre, alors d'abord sur la question du logement. Alors on a un certain nombre de mesures qui ont été évoquées, vous l'avez dit, la compensation, il y a d'ailleurs eu une bonne nouvelle côté de la Cour d'appel hier en la matière, et puis l'encadrement des loyers. Alors sur la compensation, qu'est-ce qui a pu être constaté? Il se trouve qu'on a un certain nombre de communes où des résidences secondaires ont tout d'un coup été déclarées en résidence principale, parfois de manière massive. Sur la commune de Biarritz, on parle de plus d'1 millier. Lors de la réunion de vendredi, la représentante des finances publiques présente a rappelé les modalités à l'ensemble des communes qui pourraient constater des déclarations manifestement frauduleuses. Je crois que le maire de votre commune nous a parlé de 220 identifiés sur la commune d'Andaille. Et donc, on a un logiciel qui s'appelle le logiciel Passerelle, aujourd'hui, qui est accessible par les équipes de la CAPB. Et donc, un signalement auprès de la CAPB permet derrière d'avoir un signalement auprès des finances publiques. Ça, c'est pour le premier point sur les mutations de logements de résidence secondaire à résidence principale. Sur l'encadrement des loyers, alors qui est une mesure toute récente, puisque l'arrêté qui par ailleurs fait l'objet actuellement d'un contentieux a été signé le 25 novembre dernier. Donc, s'il s'avérait qu'on aurait des situations avec des loyers ne correspondant pas à l'encadrement, il convient d'effectuer un signalement auprès de la CAPB qui me conduira derrière soit à faire une mise en demeure ou éventuellement d'avoir une suite judiciaire avec une action devant le tribunal judiciaire. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de signalement. Par contre, énormément de questions qui sont posées. La CAPB a présenté les différents appels, et tous les appels, en tout cas la grande majorité en direction de ces services, sont des appels sur la question de l'établissement du prix, finalement, de l'application de ce dispositif. Par contre, et j'en viens au beau frauduleux, sur lequel, y compris, on a eu des décisions de condamnation judiciaire. On en a 33. On a un enjeu important de l'accompagnement social et associatif, puisqu'on a un certain nombre de locataires qui n'osent pas signaler, qui ont peur d'effectuer le signalement d'une situation frauduleuse, parce que derrière, ils seraient inquiets de pouvoir perdre leur logement, et dont on sait combien il est parfois difficile d'en retrouver. Et donc on a tout un enjeu aussi de crédibiliser cette démarche, de le faire savoir. C'est aussi pour ça qu'on a parlé des 33 cas qui ont été signalés. Sur la question de la langue, qui est votre deuxième question, j'ai souhaité le présenter tout à l'heure brièvement, parce que ça permet de rappeler que l'engagement
de l'État autour des langues régionales est significatif. Je le rappelle, hein, quand on prend l'occitan et le basque, c'est près de 40 millions d'euros pour l'enseignement des langues régionales dans le département. Et finalement, le premier soutien de la langue basque, c'est l'État. Et je pense qu'il faut réaffirmer plusieurs choses. D'abord que l'OPLB, c'est un outil qui est indispensable. Indispensable. Et il faut avoir un discours très clair sur son intérêt. Je sais qu'il y a eu des débats lors du dernier bureau. Nous aurions tous collectivement pour le territoire beaucoup à perdre à sa fragilisation. Et j'en profite pour remercier votre voisine, présidente de l'OPLB et sa directrice, pour l'engagement et l'énergie qui est mise dans cet établissement. Et ne doutez pas de la volonté de l'État pour s'engager. Alors, deuxième sujet, ce qui fait aussi la force de cet établissement, c'est son caractère paritaire. C'est essentiel, je pense qu'on doit tous veiller à ce que ça demeure de cette manière-là, parce que tout déséquilibre fragiliserait l'édifice global. Alors la situation aujourd'hui, elle est bien évidemment que l'an dernier, au moment où un rapport interministériel était remis, on a eu une demande auprès des 4 partenaires financiers principaux qui financent 860 000 euros par an, d'avoir une contribution complémentaire de 600 000. C'est une augmentation de 70%, c'est pas neutre, surtout dans la période actuelle quand on connaît nos finances publiques. Pour autant, moi ce que je veux rappeler d'abord, c'est que l'État, il a, ici plus qu'ailleurs, sacralisé son engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le financement de l'OPLB est inscrit dans le contrat de plan État-région. Ensuite, on le voit, cette politique publique, elle marche. Et tout ce travail qui a été fait en 2023, en 2024, d'analyse de ce qui est mené, montre que l'outil est pertinent. Donc ça, je pense que c'est un élément essentiel. Et donc, il faut construire la suite. La suite, vous le savez, c'est qu'on a été percuté par une instabilité politique importante. Je pense que l'OPLB a rencontré un nombre de ministres de l'Éducation assez nombreux ces dernières années. Et donc que les arbitrages qui sont attendus, puisque 3 ministères financent pour l'État l'OPLB, le ministère de l'Intérieur, historiquement, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Et donc on a un enjeu d'avoir une réunion interministérielle pour pouvoir débattre de ce sujet. Je crois qu'il y a une étape importante qui est le 10 avril prochain, c'est une rencontre avec le cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. Et soyez en tout cas assurés de notre volonté de continuer à accompagner l'OPLB. Je ne sais pas nécessairement à quelle hauteur. L'augmentation de 70%, honnêtement, elle est importante, et elle est importante pour tout le monde. Mais l'enjeu, c'est pas tant le montant que la trajectoire et que la volonté, donc il faudra qu'on puisse y travailler ensemble. Pour répondre à la question de votre voisine, d'abord merci de l'attention que vous avez sur les propos que je porte publiquement. Moi-même, je ne me souvenais pas de la date, mais je pense que c'est important d'avoir un discours de vérité. Et en fait, moi, je fais du droit. On est en situation irrégulière ou on est en situation régulière. La France s'honore des moyens qu'elle met pour accueillir les demandeurs d'asile. On doit bien les accueillir. Je l'ai présenté tout à l'heure, plus de 1100 logements dans notre département avec des moyens qui sont conséquents pour accueillir, traiter la situation administrative et puis derrière intégrer par le logement, intégrer par la langue, intégrer par le travail. Chaque année, mes services délivrent 7000 titres dans le département. Mais le droit d'asile, il se fonde sur une règle qui est dans le préambule de notre Constitution, c'est l'article 4, qui dit que on protège un certain nombre de populations lorsqu'elles sont menacées dans leur pays. Et donc finalement, à partir de là, on a des règles administratives qui nous conduisent à avoir tout un processus dans lequel on s'inscrit. La situation, elle est un petit peu différente dès lors, deux choses, qu'on a des populations qui rentrent
de manière irrégulière dans notre département, pas forcément pour y rester. Une grande partie vise à traverser ce pays, environ une trentaine, pour rejoindre l'Angleterre. C'est le cas des Indiens, des Pakistanais, des Bangladais. Une autre partie vient s'y installer. Néanmoins, il faut aussi regarder les choses comme elles sont. Vous avez à côté de votre voisin de la commune d'Hendaye. La délinquance des étrangers sur la voie publique à Hendaye au mois de janvier, c'est 80%. À Bayonne, aujourd'hui, la délinquance de voie publique au mois de janvier, c'est 54%. La part des étrangers en situation régulière dans notre département, c'est 4%. Et donc, on a un sujet, moi dont la responsabilité est le sujet de l'ordre public. Je ne peux pas faire semblant de ne pas voir. Et donc, je me dois d'agir. Je me dois d'agir pour deux choses. Vous me parlez des migrants, administrativement d'étrangers en situation irrégulière. Mais derrière, on a tous ceux qui les font passer. L'an dernier, on a pu condamner, interpeller, et le procureur de Bayonne a obtenu des condamnations fermes, près de 50 passeurs. Le passage, il est monnayé entre plusieurs centaines d'euros jusqu'à 6 000 euros. Ces réseaux, on les retrouve dans le trafic de stupes, on les retrouve dans la criminalité organisée, on les retrouve dans la délinquance. Ce ne sont pas des réseaux espagnols, hein. Ce sont des réseaux parfois d'Europe de l'Est. Et donc ces gens-là font commerce de la misère humaine. Et donc laisser l'espoir à des populations qui se mettent en danger en prenant le bateau depuis la Mauritanie pour aller aux Canaries, l'espoir qu'ils n'auront pas, pour la plupart d'entre eux, de bénéficier de l'asile. Et derrière, de les laisser alimenter des réseaux qui, au quotidien, nous attaquent et nous fracturent, nécessite d'avoir une action. Et donc, effectivement, on doit dissuader de ces franchissements. Parce qu'à la fin, ils ne servent pas même les intéressés qui franchissent ces frontières. Et donc, on doit là-dessus être particulièrement lucide et attentif, savoir accueillir les populations que l'on se doit d'accueillir, mais ne pas laisser penser à la fois que l'on peut accueillir tout le monde et que derrière, il n'y a pas des réseaux de passeurs qui sont particulièrement organisés. Alors oui, hier et avant-hier, j'ai mobilisé chaque jour près de 350 policiers, gendarmes, douaniers et soldats de l'opération Sentinelle. Ça avait un double objectif. D'abord de se dire combien de personnes passent chaque jour. Globalement, on le sait, c'est entre 80 et 100. À 80% sur la plaque andaillaise. Et je suis très modeste là-dessus, hein, c'est que quand j'ai pas ces moyens, je fais en une semaine autant de captations qu'on en a fait en 48 heures. Au mois de janvier, on a capté 550 personnes à peu près par semaine. Hein. Au mois de décembre, on était à 1,5 fois plus. Et donc, il faut qu'on soit très attentif, et en particulier sur la mise en danger de ces personnes qu'on retrouve parfois dans des camions. On a récupéré un jour un véhicule 9 places avec 19 personnes à l'intérieur. Donc on est aussi très attentif aux conditions de dignité dans lesquelles ces franchissements s'opèrent. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que je vais multiplier ces opérations? Oui, dès lors que j'en aurai les moyens. Aujourd'hui, au quotidien, j'ai entre 60 et 80 personnes dont la mission est de contrôler la frontière. Contrôler la frontière, c'est pas que contrôler les migrants, c'est contrôler les passages de stupes. On est quasiment à 1,5 tonne depuis le début de l'année. Contrôler le trafic de tabac. Je rappelle qu'en 3 ans, on a 17 bureaux de tabac qui ont fermé dans nos villages liés au trafic de tabac.
Gérer aussi toute la concurrence déloyale qu'on peut parfois avoir d'entreprises étrangères et la main-d'œuvre illégale. Donc, c'est, je vais dire, un travail de gestion de frontières comme une autre, mais en tout cas, vous pourrez compter sur mon engagement pour le mener.